Bonjour mesdames et messieurs, ici Simon et je suis avec Reginald et Guillaume aujourd'hui. Donc on a un épisode un peu spécial. Vous connaissez un peu Guillaume sur les réseaux sociaux, c'est lui qui s'occupe de répondre à vos questions sur Instagram, sur Facebook, etc. C'est lui qui fait aussi les évaluations habituellement le soir. Il nous aide énormément, donc je suis content de l'avoir. Guillaume est en train de passer ses licences de conseiller financier, donc il va prendre un petit peu plus de place dans le Libre. Donc je trouvais ça très pertinent que vous le voyez aujourd'hui en chair et en os. Et je suis avec une personne qui n'a plus besoin de présentation, qui est, désolé pour ma blonde, qui fait du jiu-jitsu, je sais même plus comment le présenter parce qu'il fait tellement de choses, il a accompli tellement dans sa vie au niveau du travail, au niveau de l'école, au niveau des arts martiaux. C'est un professeur redoutable. Donc Reggie, on devrait mettre des sons pour qu'il y ait des applaudissements. Il faudrait que je demande. Ça serait magnifique. Les effets spéciaux, parce que là, même, on est rendu avec un tableau. On est rendu avec un tableau. Donc, la progression qui se fait. Reggie, pour être plus sérieux, parce que le podcast se veut très sérieux et solennel, blague à part. Reggie, donc, est déjà venu 3 fois sur le podcast, je pense, 3-4 fois. Donc, Reggie est CPA en premier lieu. Il y a aussi un MBA, maîtrise en fiscalité, tu es professeur à l'université au 2e cycle. Et on est très ravis de t'avoir encore une fois, Reggie. Pour nous, c'est un véritable cadeau que tu viennes et on a beaucoup de commentaires là, ultra positifs à chaque fois que tu viens. Donc, on va te laisser présenter tout ça, Reg. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation à nouveau. Bonjour à tous. Merci encore pour l'appui et les commentaires positifs. C'est toujours apprécié. Donc, aujourd'hui, dans le fond, on a discuté un peu. Il y a plusieurs sujets qui reviennent, des questions qui reviennent. On va essayer de répondre au maximum de questions. Sinon, on pourra se reprendre dans un autre podcast. Mais oui, mon intention est de répondre au maximum de questions. Je prends le temps de lire toutes les questions que vous envoyez, puis on essaie d'y répondre le mieux possible. Avant de répondre aux questions, peut-être que je voudrais juste rentrer dans un sujet qui revient depuis plusieurs années, que c'est tout un sujet d'actualité. Mais qu'on parle peu, que les gens sont peut-être mal informés aussi. Ce que je voudrais parler aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les avantages aux actionnaires d'une société. Et avec ça, on va aussi rentrer dans le sujet de la détention de sa maison ou même la détention de l'immobilier. Est-ce qu'on est mieux au niveau personnel ou on est mieux, exemple, avec une société ou avec une autre forme d'entité? On ne rentrera pas dans les autres formes d'entité, mais c'est ça. La grosse question, c'est ça vaut-tu la peine? L'exemple classique, je m'achète un duplex, est-ce que je le mets dans ma société plutôt que de l'avoir personnel? Quand tu es déjà incorporé et que tu as déjà une compagnie à toi, non? Même si que tu en aies ou que tu n'en aies pas. Okay. Donc, même un employé, fait que ça touche tout le monde, pas nécessairement les entrepreneurs. D'accord. Okay. Donc, dès que quelqu'un qui s'achète un bien immobilier ou même qui s'achète une maison, des fois, on entend ça, les gens, je vais acheter ma maison, je vais la mettre dans une société pour me protéger s'il arrive quoi que ce soit, ça vaut-tu vraiment la peine, puis le kit? On va essayer de démystifier un petit peu les mythes fiscaux par rapport à ça. Allons-y. Puis avant de commencer, on publie souvent des extraits. Donc, nos extraits durent environ 1 minute 30. Donc, automatiquement, comme j'ai répondu à quelqu'un qui me bâchait sur TikTok, pas de photo, un faux nom. Donc, on sait ce genre de personnes-là. Mais il disait il manque d'informations. C'était Anthony Quévillon qui mentionnait un truc sur l'incorporation, etc. Puis la personne est comme, mais là, il manque d'informations dans ce que vous disiez. Puis j'étais comme, tu sais, le gars, Anthony, là, il a fait 6 ans d'études pour se rendre avocat. Ça fait à peu près une dizaine d'années qu'il est à son compte puis qu'il travaille activement. Évidemment, sur un extrait de 1 minute 30, il va manquer de l'information. Donc, ce qu'on dit, c'est à titre indicatif, c'est à titre éducatif. On assume ce qu'on dit, mais évidemment, un avocat, un fiscaliste, un comptable, un conseiller, peu importe qui vient ici, faites vos recherches par vous-même, asseyez-vous avec des professionnels. Nous, ce qu'on veut, c'est un petit peu essayer de démystifier. Puis le tout est pas mal gratuit à chaque fois qu'on fait ça. Puis Reggie, je sais pas combien d'années d'études ça prend pour arriver de tout ce que tu as fait, mais c'est des années quand même. Là. Oui, puis je vais réenchérir là-dessus. Même le 2e cycle en fiscalité, que ce soit le diplôme d'études supérieures en fiscalité, la maîtrise en fiscalité, souvent je le dis à mes étudiants, vous apprenez ici peut-être 25% de ce que vous allez faire en pratique. Okay. Donc, même quelqu'un qui a fini un bac, qui est allé chercher un titre professionnel, que ce soit comptable, avocat, qui est devenu économiste, quoi que ce soit, ou qui est planificateur financier, puis qu'après ça va faire une maîtrise en fiscalité, même en sortant de la maîtrise en fiscalité, il ne saura pas tout. Il ne saura pas tout en fiscalité. Il va en apprendre d'autres rendus sur le plancher des vaches, là, comme on dit. Même un bon fiscaliste, je me souviens que quand j'étais aux études, on disait « Tu peux te dire fiscaliste après 10 ans. »
pour avoir vu pour avoir vu différentes situations, pour avoir eu des négociations avec les administrations fiscales, pour avoir vu des ventes pour avoir fait des erreurs aussi, parce qu'un professionnel qui fait aucune erreur, sauvez-vous. On en parlait, j'écoutais le podcast avec M. Talbot, très intéressant, puis qui parlait de s'entourer de conseillers. On va s'en reparler tantôt, mais justement, s'entourer de conseillers, quoi regarder, quoi faire, ce que je dis tout le temps à mes clients. Mais bref, même en ayant fait une maîtrise en fiscalité, tu ne connais pas tout en fiscalité. Même après plus de 10 ans d'expérience en fiscalité, est-ce qu'il y a des choses que j'apprends? Oui. Tu te spécialises avec le temps et la fiscalité est rendue tellement vaste, est rendue tellement complexe. J'en parlais avec des associés de cabinet, de comptables, d'avocats. En ce moment, juste la réorganisation fiscale, c'est tellement rendu complexe que tu ne peux pas être spécialiste dans tout. Rajoute à ça l'individu, rajoute à ça l'international, rajoute à ça, c'est impossible. Ouais. Fait que, oui, ce qu'on donne, c'est des sketchs de 1 minute, 30 secondes. C'est pour lancer la discussion. Exact. Mais aller dire que quelqu'un a tort après 30 secondes, 1 minute, déjà en partant, j'espère que tu as un bon background pour venir dire que la personne a tort et non que c'est ce que tu penses que tu as vu un extrait de quelqu'un. Parce que souvent, j'entends parler « Ah, j'ai vu tel extrait, j'ai vu telle chose, je peux-tu faire ça? » Ton extrait sort de où? OK, c'est de la fiscalité américaine. Ouais. Ça ne s'applique pas au Canada. Ouais, j'ai vu telle chose qui arrivait, telle loi fiscale, c'est en France. Ce n'est pas au Canada. Fait qu'avant de venir dire que n'importe quel spécialiste ou professionnel vient ici et dans le tort, c'est qu'ils disent qu'il manque d'informations, mais c'est sûr. En 1 minute, évidemment qu'il manque nos shit, il manque d'informations. J'espère qu'il va manquer d'informations si le gars il y a 15 ans d'expérience, 10 ans d'études, puis qu'il vient parler dans un podcast de 1 heure. J'espère qu'il va manquer de l'information. C'est clair. Sinon, on serait tous, en tout cas, j'en aurais des diplômes en dessous de la cravate. Ben, la maîtrise n'existerait pas, en fait. Ouais. Puis juste là, on va parler de l'exemption pour résidence principale. On va en glisser un mot. À mes étudiants, j'en parle pendant quelque chose comme 1 heure, 2 heures. Et c'est du monde qui sont habitués. On rentre dans les articles de loi, on rentre dans les précisions, les nuances, etc. Je vais en parler ici pendant 5 minutes. Ouais. Fait que, par exemple, une chose qu'on va dire, c'est que l'exemption pour résidence principale, c'est par couple. Donc, souvent, les gens disent « Ah, j'ai une maison, j'ai un chalet, est-ce que je peux... » Ma femme va prendre, ou mon mari, peu importe, va prendre l'exemption sur le chalet, moi, je vais prendre l'exemption sur la résidence principale. Non, c'est une par couple. Okay. Mais là, quelqu'un qui pourrait dire « Ah, c'est pas vrai. » Parce qu'avant 1981, c'était possible d'avoir une par un individu. You're right. Mais là, on est dans la généralité. Avant 1981, on parle quand même d'il y a 42 ans. C'est rare, les couples d'aujourd'hui qui ont la même maison depuis... Puis c'est avant 81, parce qu'à partir de 81, tu peux plus. Fait que c'est rare d'avoir quelqu'un qui a sa maison encore depuis 50, 60 ans puis qui avait 2 propriétés depuis 50, 60 ans. Fait que oui, on peut toujours, tu sais, puis à la limite, quelqu'un pourrait me dire, ce qu'il dit, c'est pas vrai, avant 1972, le gain en capital était non imposable. C'est pas des sujets dans lesquels je vais rentrer dans le podcast parce qu'on n'est pas, on n'est pas là pour ça, évidemment. Donc, commençons, Reg, puis Guillaume, tu nous interromps quand tu veux, puis moi, c'est à mon habitude d'interrompre, donc je me gênerai pas. C'est bon. En fait, ce que je veux parler un petit peu aujourd'hui, avant de rentrer dans la détention de la résidence, est-ce que c'est bien ou non de l'avoir dans une société? On va juste parler de la base, faire un rappel, pas un rappel, mais une présentation. Quand quelqu'un est actionnaire d'une société, OK, puis là, qu'est-ce que je veux dire par là? Puis j'ai utilisé Allez-y. L'outil. Donc, on va dire, on a notre individu ici. Quand vous voyez un carré dans un organigramme, c'est une société. Fait que quand on a quelqu'un qui est actionnaire d'une société, pour se rémunérer, il peut soit se verser un salaire ou un dividende. On garde ça simple. Mais des fois, ça arrive que des gens, ce qu'ils vont faire, ils vont se faire de l'appropriation de fonds. Donc, ce qu'ils peuvent faire, c'est soit qu'ils vont se faire un prêt à eux-mêmes. Il faut faire attention, il y a des conséquences à ça. On ne peut pas faire ça de manière éternelle. Généralement, c'est à peu près 1 an ou 2 qu'on peut se faire ça. Après ça, il faut le rembourser. Ou des fois, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont demander à ce que la société paye des dépenses pour eux. Fait que, dans le fond, plutôt que de me verser un salaire et d'aller payer mon épicerie, je vais demander à ma société de payer mon épicerie. Et ils pensent que... c'est légal? C'est justement. Et ils pensent que, je viens de trouver la faille dans la loi. C'est ce que je me suis dit. Et voilà, personne n'y a pensé. En plus de... La loi de l'impôt existe depuis 1917, donc en 106 ans, jamais personne n'aurait pensé à ça. Évidemment, ça ne fonctionne pas. Il y a le beau petit paragraphe ici, 15.1, qui est un avantage à l'actionnaire.
Fait que ça, dans le fond, l'avantage à l'actionnaire, l'objectif, c'est quoi? C'est la valeur de tout avantage qu'une société confère à un actionnaire ou à un actionnaire pressenti doit être inclus dans son revenu. Okay. Fait que si la société paye quelque chose pour toi, puis que c'est un élément personnel, ben, faut que tu t'imposes sur la valeur de ce qu'elle a payé pour toi, comme si tu t'étais sorti l'argent, finalement. Fait que tu dois payer l'impôt là-dessus. Fait que dans le fond, c'est l'objectif de cette mesure-là, c'est de rendre imposable toute forme d'appropriation de biens que tu fais de ta société, d'une manière autre qu'un dividende ou un salaire. Okay. Et ça peut mener à une double imposition. Fait que l'objectif, c'est vraiment de venir pénaliser la personne, là. Parce que quelqu'un pourrait dire, ben écoute, oui, c'est correct, mon épicerie va être payée pour ma société, je vais m'imposer dessus, mais c'est pas grave, ça va être une dépense pour ma société. Et la dépense va être refusée dans ta société et il va falloir que tu t'imposes sur le montant de la dépense. Fait que qu'est-ce que ça fait? C'est que pour payer, exemple, une épicerie de 100$, il faut que ta société elle fasse un revenu de 100$. Au minimum, il faut qu'elle ait de l'argent qui rentre à quelque part. Fait qu'en un revenu de 100$, elle paye ton épicerie de 100$. Je refuse ta dépense. Fait que là, j'ai mon revenu, 100, puis j'ai ma dépense, moins 100. Fait que là, on pourrait dire, j'ai aucun profit, c'est pas grave, oui, je vais m'imposer sur 100$, mais au moins, je n'impose pas ma société. Le problème, c'est qu'on va refuser ta dépense. Fait que ta société, elle va s'imposer sur 100$, puis toi, tu vas t'imposer sur 100$. Fait que le même 100$ va être imposé 2 fois. Fait que ça, c'est l'objectif de la mesure de 15.1 lorsque tu as une appropriation de fonds par un actionnaire là, d'un bien de la société. Fait que, et là, il y a plusieurs règles entourant ça. Puis, vous allez voir où je m'en vais, il y a un objectif à tout ça. Donc, s'il y a un avantage qui est reçu à titre d'actionnaire plutôt que d'employé, 15.1 peut s'appliquer. J'ai une question. Vas-y. Oui, vas-y. On entend souvent, c'est illégal, on s'entend, mais mettons, j'ai une compagnie je suis un entrepreneur général, okay, en construction, puis tous les travaux que je fais chez moi, dans ma maison, je les passe sur les dépenses de la compagnie. On voit ça quand même très régulièrement. Oui. Ben, je ne voudrais pas dire qu'on voit ça régulièrement. Disons qu'il y a certaines personnes qui pensent que c'est correct. Ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. On est d'accord avec ça, mais il faut que tu te fasses attraper, il faut que tu te fasses contrôler pour que justement, tu dis la société refuse sa dépense. Il faut que justement le fisc ou Revenu Québec, Revenu Canada te contrôle pour que tu te fasses pogner? Au Canada, au Québec, on a un système d'autocotisation. Fait qu'on se fie sur la bonne volonté et comment je pourrais dire ça? Pas juste la bonne volonté, mais l'honnêteté des gens qui vont déclarer leurs revenus puis qui vont être corrects. D'où la raison pourquoi on a des vérifications fiscales. C'est pour justement s'assurer que les gens ont été honnêtes, et etc. Quelqu'un qui fait des dépenses sur sa résidence principale, qui passe dans sa société, ce n'est pas... C'est un cas clair de 15.1 qui va mener à une double imposition et peut-être même à une pénalité pour faute lourde si tu es un entrepreneur ou quoi que ce soit. Okay. Fait que puis faute lourde, ça veut dire que non seulement tu as de l'impôt 2 fois, mais tu as une pénalité égale à l'impôt. Fait que dans le fond, tu te retrouves quasiment imposé à 100%. Là. Oh oui, c'est pas le fun, là, une pénalité pour faute lourde. Puis un coup que tu as ça dans ton dossier, tu vas être checké là, régulièrement après. Fait que c'est pas quelque chose de... Faut faire attention à ça. Puis non, c'est pas correct de faire les rénovations de la maison avec sa société, mais il faut que tu te fasses attraper. C'est ça. Puis ça arrive quand est-ce qu'ils contrôlent? Est-ce que, je pense que tu nous avais un petit peu expliqué dans la construction plus souvent. Okay. C'est même pas quelque chose de caché. Oui, Revenu Québec notamment, Revenu Canada vont plus alors regarder les entreprises de construction. Sinon, ben c'est sûr, j'en reviens toujours avec le même exemple, je sais que je suis fatigant, je suis répétitif, mais le principe de la lumière rouge. Ouais. Guillaume peut passer sa lumière rouge, 5 fois, il va jamais se faire pogner. Moi, je passe sur la jaune, je me fais coller. Il y en a qui ont juste la poisse puis qui se font toujours attraper, d'autres que, coudonc, sont chanceux. Mais c'est pas parce que Guillaume passe la lumière rouge que ça veut dire que c'est légal. Fait que ça se peut quelqu'un que vous ayez entendu, un entrepreneur qui a fait ça, qui s'est jamais fait pogner. Mais c'est pas à cause de ça que c'est correct puis que si vous le faites, vous ne serez pas pogné. Par après aussi, ça dépend de la nature de ton entreprise. Je regarde ici, Libre, c'est des formations financières, des podcasts, etc. Tu te fais vérifier, tu as des dépenses d'entretien et réparation pour 100 000 $. C'est sûr que Revenu Québec va te demander qu'est-ce que tu as rénové qui a coûté 100 000. Tu loues un local, tu fais des formations financières. Ouais. Puis là, ils demandent les factures, puis les factures, à quelle adresse ça a été faite, etc. Fait que là, tu risques de te faire taper ses doigts. OK.
parfait. Merci de la précision. Il n'y a pas de problème. Donc, pour avoir ce qu'on appelle un avantage à l'actionnaire, bien évidemment, il faut que la personne soit actionnaire. Mais la personne peut aussi être employée. Et là, il faut faire la distinction. Est-ce que l'avantage a été reçu comme actionnaire ou comme employé de la société? Si tu as un double statut, si tu veux. Parce que ça a une différence. Parce que si tu as un avantage à l'actionnaire, tu as une double imposition. Si tu as un avantage à l'employé, déjà en partant, si c'est pour l'employé que tous les autres employés y avaient droit, ben, tu as peut-être des chances que ça soit déductible pour ta société, fait que tu évites la double imposition. Mais il y a une présomption qui va dire que quand tu es actionnaire, c'est un avantage à l'actionnaire, puis tu dois prouver que tu l'as eu à titre d'employé. Puis un des moyens de prouver ça, c'est de voir est-ce qu'une entreprise de taille similaire, semblable, offre ce service-là à tous les employés et est-ce que toi-même t'offres ça à tous les employés? Exemple, là, chose que j'ai déjà vue, quelqu'un qui dit « Ah, ma société m'a prêté mon argent pour acheter ma maison. Mais j'ai fait ça une hypothèque réelle, là, remboursable 25 ans, terme, etc., le taux autour du marché. » J'ai dit, OK, mais c'est pas plus correct. Là, c'est 15-2 à ce moment-là, mais c'est pas plus correct. Il dit, pourquoi j'ai respecté la même chose qu'une banque? Oui, mais tu as eu ça à titre d'actionnaire. Est-ce que ta société aurait fait ça à tous tes employés? Pense pas. Pense pas. Non, j'aurais pas fait ça pour Benoît qui est commis au marketing, j'aurais pas prêté. Ben, fait que la seule raison pourquoi tu as eu ça, c'est à cause que c'est ta société. Okay. Donc, c'est ça. Fait qu'il faut que ce soit un avantage qui est reçu à titre d'actionnaire. Généralement, c'est pas une transaction véritable. Tu as quelques exceptions dans la loi qui peuvent te permettre, comme par exemple, si ma société avait un terrain, je me le suis approprié, mais que je me le suis vendu à la juste valeur marchande, ben là, je vais être correct parce que je dois de l'argent à ma société, etc. Encore là, j'ai un délai pour payer. Et aussi, quelle est l'intention? Fait que ça va être les 3 éléments qu'ils vont regarder. Est-ce que tu as eu cet avantage-là à titre d'actionnaire ou d'employé? Est-ce que c'est une transaction véritable? Et est-ce que tu avais une intention de conférer un avantage? Puis y a-t-il un appauvrissement au niveau de la société? Fait que les situations qui vont être le plus souvent visées dans cette situation-là, tu as, lorsqu'il y a un transfert de biens, par exemple, il y a un équipement, il y a quoi que ce soit dans ma société, je me le transfère en dessous de la juste valeur. Donc, il y a un super beau condo commercial que, bon, à cause de la pandémie, etc., je l'utilise personnellement. Puis je me le transfère au niveau personnel. Il vaut 600 000, je me le transfère pour 300 000. C'est comme un petit avantage ici. Hein? Tu n'as pas payé la pleine value. Si tu avais vendu ça sur le marché, tu aurais vendu ça 600 000. Fait que ça peut être un des éléments. Ça peut être aussi, comme on parlait tantôt, l'exemple que tu as amené, des frais personnels qui sont payés par la société. C'est ce qu'on voit le plus souvent. D'où l'importance de supporter les frais. Tu parlais des dépenses de la maison, on va en nommer un autre, les repas et représentation. Je vais luncher, je dis que c'est avec un client. Il ne faut pas juste dire que c'est avec un client. Est-ce que tu as le nom, avoir le nom de la personne, c'est essentiel. L'entreprise pour laquelle elle travaille, l'objet de la rencontre. Pourquoi vous êtes rencontrés? Ça va tout être puis il y a d'autres éléments, mais ça va tout être des éléments qui vont être examinés en cas d'audit. Fait qu'il faut que tu puisses supporter que ça avait un objectif d'affaires. Dans le premier podcast, on avait discuté pour qu'une dépense soit déductible, il faut qu'elle soit dans le but de gagner un revenu. Fait qu'il faut qu'elle soit liée à ta business. Si elle est personnelle, disons que tu commences avec 2 strikes, puis t'es pas... t'es sur le point d'être retiré au bâton. Fait que c'est tous des éléments... la fameuse cotisation au club de golf, c'est des frais personnels. Ce qu'on voit le plus souvent, le bateau de plaisance. Mm-hmm. Comment est-ce qu'il est lié à ta business? Si tu vas juste le samedi-dimanche avec des amis, bonne chance pour venir dire que ton bateau sert dans ta business. Bon, là, on est rendu en 2023, mais il y a une couple d'années, on aurait pu dire oui, mais c'était pour recevoir des gens d'affaires, des gens politiques. Ça, c'est un autre ça, c'est un autre sujet. Et l'autre situation qu'on voit le plus souvent, c'est l'utilisation d'un bien qui est dans la société par l'actionnaire. Et ça, c'est une autre situation qui va généralement être visée par la mesure, là, par le paragraphe 15.1. Et c'est là où je m'en vais avec le sujet d'aujourd'hui, parce que là, on a comme établi la base. Mm-hmm. Un avantage à l'actionnaire, c'est quoi? Régulièrement, à chaque année, je me fais poser la question, je vais acheter une maison, l'argent est dans ma société. On va prendre vraiment l'exemple classique, l'argent est dans ma société, je voudrais acheter la maison par la société. Est-ce que c'est une bonne chose, oui ou non? Fait que je sais pas si... Puis avec ça, après ça, on va rentrer dans si j'ai un duplex, triplex, je fais-tu la même chose? Fait que
On va dire qu'ici, j'ai ma maison. Je peux déjà vous dire le hint. Ne faites jamais ça. C'est rare que j'utilise le terme jamais, là, mais je n'ai pas encore vu de situation que je trouvais raisonnablement bonne pour acheter sa maison personnelle à travers une société. Celle que j'ai vue qui était la plus proche, c'était quelqu'un qui a dit « Écoute, j'ai fait ça parce que je suis en séparation / divorce. » Et bon, pour des raisons légales de la personne est en divorce. Même là, quand on va regarder les coûts financiers rattachés à ça, je ne suggère pas ça à personne. Donc, la maison. Fait que, là, en fait, là, je vous ai un peu vendu le punch, mais on va regarder qu'est-ce que ça fait. C'est ça. Fait que si j'ai ma maison dans ma société, qu'est-ce qui se passe? Il y a 3 décisions que je sais que tu as dit la dernière fois, ça avait aimé ça, les gens qui avaient des décisions, qu'est-ce qui se passait, du monde qui ont réellement essayé des choses intéressantes, puis je suis content que vous êtes 2, fait que, encore une fois, vous allez être les juges. On va s'obstiner. Oui, soit vous obstinez ou être d'accord avec les juges, c'est à vous de nous dire ce qu'il y en est, par ça, je vais vous donner le résultat. La première, c'est M. Youngman. Ça fait quand même longtemps, lui, c'était dans les années 70. Donc, monsieur et madame détenaient chacun 35% d'une société, donc 70%. Les 3 enfants détenaient 30%, les 30% restants. Et ils ont acquis une terre de 16 acres. Pour donner une petite idée, j'ai regardé tantôt, j'ai validé 2 fois pour être sûr que je ne me trompais pas. 16 acres, je crois que c'était autour de 696 000 pieds carrés. Une petite terre. Considérant que maintenant, à Montréal, les condos qui se font ont à peu près 700 pieds carrés. Et moins. Donc, il a acquis une terre de 16 acres dans un coin, il n'y avait pas grand monde, disons. Il a fait construire une maison de 395 000 dans les années 70. J'ai regardé aujourd'hui, ça équivaut à peu près à 800 000. Ouais, je m'attendais à plus, moi aussi. J'étais un peu déçu. Mais bon. Et pour éviter 15-1, un des moyens qu'il a fait, c'est qu'il a dit, écoute, plutôt que d'avoir un avantage à l'actionnaire, je vais vraiment agir comme si j'étais un locataire et je vais payer un loyer à ma société. Fait que comme ça, ma société détient ma maison, mais je lui paye un loyer, qui est effectivement une des méthodes pour amoindrir ou réduire le risque. Fait que je vais payer un loyer 1100$ par mois. On est quand même des années 70, 1100, c'est mon petit loyer. Puis, il y avait des rapports d'évaluation pour supporter ça. La maison qui s'est faite construire, c'était une maison de luxe, construite sur mesure pour ce que lui voulait. La société payait l'hypothèque, les taxes, tous les frais reliés à la maison. Donc, ça fait qu'elle avait coûté 400 000 et la société payait tout. Et il payait 1100$ par mois, fait que c'était à peu près 13 200$ par année. Dans ces années-là, et là, je vais rejoindre l'aspect financier qui vient de toucher, les rendements attendus à peu près par les investisseurs, c'était autour de 9%. Donc, là, la question en cours était, est-ce qu'un loyer de 1100$ est raisonnable dans les circonstances? Je rappelle, là, j'arrondis les chiffres, ça a coûté 400 000 construire la maison. Il paye un loyer de 1100$. Le taux de rendement sur un placement quelconque, c'est à peu près 9%. Arrondis ça à 10% pour faire les calculs mentaux, là, que ça soit plus facile. C'est ça. Puis là, la question, c'est qu'est-ce que la société a fait pour son actionnaire et quel prix il aurait dû payer dans les mêmes circonstances pour obtenir le même avantage d'une société dont il n'est pas actionnaire? Et là, la question, c'est, c'est-tu raisonnable le 1100$? Parce que l'ARC n'était pas d'accord avec 1100, elle disait non, ça devrait être plus que ça, parce que 1100... Mais peut-être question stupide, là. Non, vas-y, pose des questions. Pourquoi avoir rajouté le fait que les rendements sont de 10%? Parce que si tu me dis que 1100$, c'est pas assez, il faut que tu me trouves une manière de calculer qui dit, OK, mais voici quel devrait être le montant de la juste valeur de l'avantage. Parce que tu peux pas juste me dire 1100, c'est pas assez. OK, 1101, c'est correct. Ouais. On peut faudrait voir, en fait, il faudrait comparer avec le prix des maisons, des loyers pour louer un bien à 400. Où est-ce qu'il a acheté sa maison? C'était un endroit où il y avait... Il n'y avait rien, là. C'était des terres à perte de vue, c'était la seule maison. Lui, je ne sais pas s'il voulait nuire à un développement urbain ou favoriser un développement urbain, mais bref,
Disons qu'il y avait un petit agenda caché pour faire sa maison-là. Puis, comme je dis, 700 000 pieds carrés, puis tu as une maison en plein milieu. Il n'y a pas vraiment de comparable. Ouais. Mais il a quand même obtenu des rapports d'évaluation que s'il louait la maison, étant donné qu'elle était dans un, je ne veux pas dire un tout trou, mais au milieu de nulle part, il n'aurait pas pu avoir 3 000 $ par mois. C'est le maximum qu'il aurait pu avoir, c'est autour de 1 100 $. Et trouves-tu ça, juste pour la question, est-ce que c'est raisonnable? Trouves-tu qu'il y a un avantage? Je vais laisser Guillaume répondre. Moi, je pense qu'il y a un avantage là, à faire ça. Là. Mais, ouais. Ça, il y a un avantage à le faire, mais 1 100 $, je pense que c'est pas assez pour qu'est-ce qu'il y a là. OK. Moi, je pense que la personne a fait ses devoirs quand même, on peut pas le nier. Tu sais, tu me parles de rapport d'évaluation, etc. Ce qui est difficile, c'est qu'il n'y a pas de comparable. C'est ça que je trouve top. Évidemment, un homme d'affaires qui fait ça a un agenda en arrière de la tête, puis il fait ça pour être avantagé. Je veux dire, sinon, il ne le ferait pas. Ça reste un businessman, de ma compréhension, qui a sa compagnie. Donc, je sais pas. Moi, je pense qu'il a fait à son avantage. Est-ce que le loyer est correct? Probablement pas. Probablement qu'il est bien en dessous de ce que ça mérite. Mais après, il n'y a pas de comparatif. Donc... Et si c'était ta société qui avait construit une maison de 400 000 $, ouais. Et que quelqu'un aurait dit « je t'alloue pour 1 100 », est-ce que quelqu'un serait venu te voir et il aurait dit « écoute, je veux que tu me construises cette maison-là de luxe sur mesure pour moi, je vais t'allouer 1 100 $ par mois, puis elle va te coûter 400 000 ». Non, c'est clairement un avantage à l'actionnaire. Là. Je veux dire, ça, il n'y a pas à nier. Donc, dans le fond, ce que l'ARC, elle, comment est-ce qu'elle a, puis pourquoi je te parlais du rendement, c'est parce que l'ARC a dit que M. Youngman, en fait, a utilisé les fonds de la société, 395 000, on arrondit 400 000, pour se construire une maison. Mais normalement, ces fonds-là, s'ils avaient investi, ils auraient fait 9 %. Ouais. Fait que la vraie valeur d'occuper la maison puis d'avoir une maison construite sur mesure pour lui, c'est 9 % fois 395 000. Donc, ça donnait 36 000 $ à peu près. Fait qu'ils ont dit, OK, tu as payé un loyer de 13 200, 1 100 par mois. Fait que 36 000 moins 13 200, il faut que tu t'imposes sur la différence de 23 000. Fait que dans le fond, l'ARC est arrivé avec un nouveau calcul, que avant ça, à ma connaissance, avant ça, il n'était pas... on retourne quand même des années 70. Ils ont dit, pour calculer l'avantage à l'actionnaire, lorsque l'actionnaire utilise un bien de la société, c'est... tu peux soit y aller avec la valeur locative, donc le loyer qu'il aurait payé mensuellement, ou y aller avec la méthode du rendement sur le capital investi. C'est-à-dire, écoute, la valeur locative ici ne représente pas la vraie valeur du bien. Parce que personne aurait construit une maison à 400 000 $ pour louer ça 1 100 $. Ben non. Si tu avais pris ton 400 000 puis tu l'avais mis, tu l'avais placé, tu aurais investi, tu aurais attendu un rendement de 9 %. Fait que tu as pris les fonds, tu as isolé les fonds de la business pour un besoin personnel. Et ce rendement-là, ce 36 000 $-là, la business ne l'aura pas à cause que tu as utilisé ça à des fins personnelles. Fait que l'ARC disait l'avantage devrait être 36 000 moins les loyers payés. Et ajouter à ça tous les frais personnels qui sont payés par la... Je fais un comparatif. On parle de bien d'avantage à l'actionnaire. Est-ce que ça se fait? J'ai Lib, par exemple, propriétaire de Lib. Ce n'est pas le cas, mais ma voiture est sous la compagnie. On parle souvent de l'auto. Et je m'en vais en Floride avec ma famille pour les vacances et je prends ma voiture qui est sous la compagnie. C'est ce que ça rentre comme un avantage à l'actionnaire? Est-ce que j'ai le droit de faire ça ou est-ce que je dois déclarer? Là, encore là, ça va dépendre. Est-ce que l'avantage est à titre d'actionnaire ou d'employé? Okay. Dans tous les cas, ça va être un avantage. Parce que tu utilises l'automobile, qui est un bien de la société, pour des fins personnelles. Fait que tu vas avoir, fait que le kilométrage va rentrer dans ton kilométrage personnel. Puis à la fin, il y a un prorata qui est fait entre la portion affaires et la portion personnelle. Les gens le font-tu vraiment? Ce qui devrait le faire. Il y a bien des choses qu'on pourrait dire que les gens le font vraiment. Exactement. Mais techniquement, les comptables le font. Parce que c'est pas la personne qui va le faire. Quand le comptable demande dans vos déclarations de revenus de la société ou même, surtout les grosses business, il y a des registres qui sont faits, les registres de kilométrage. Quand Revenu Québec débarque, et je crois que j'ai 200 $ en tête, mais si Revenu Québec débarque et demande un registre des déplacements et que vous n'en avez pas, je crois que c'est automatiquement une pénalité de 200 $. Fait que, assurez-vous d'avoir un registre de déplacement, c'est important.
Après ça, oui, le comptable va faire le prorata. D'habitude, c'est bien fait. Je vais être honnête, d'habitude, c'est bien fait. Les comptables le font. Peut-être pas quelqu'un qui a sa business, qui fait tout lui-même, etc. Mais moindrement que tu as un comptable externe, etc., il va le faire. Ou du moins, il va te prévenir comme, hey, c'est pas fait, you're on your own, c'est tes risques et périls. Puis c'est bizarre, on parle de ça, mais mon frère, il me demandait la fois passée, au niveau des déclarations, justement, je passe plein de dépenses sur la compagnie, qui sont des dépenses perso. Puis, est-ce que mon comptable, il y a le droit, comptable externe, hein, je parle, est-ce que, pas un comptable à l'interne de la compagnie, est-ce que ce serait au comptable de me dire, hey Simon, t'as pas forcément le droit de faire ça, fais attention si tu te fais pincer. Est-ce que ce comptable-là a le droit de regard ou lui, il fait juste traiter les factures, il ferme les yeux, puis c'est comme, regarde, tu comprends ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a une certaine... Dans le fond, un comptable ne peut pas s'associer à de l'information frauduleuse. Fait qu'exemple, là, pour X raison, tu as fait des fraudes dans tes chiffres, quoi que ce soit. Normalement, si je suis au courant, je ne suis pas supposé m'associer à ça. Maintenant, le comptable, il faut faire attention entre qu'est-ce qui est ambigu et qu'est-ce qui est clairement personnel. Reprenons l'entrepreneur général qui a fait des factures sur la maison, il fait des factures, puis là, il met tout ça dans le dossier facture de la comptabilité. Là, c'est au comptable. Est-ce que le comptable, ça dépend de ce qu'on entend que tu as avec ton comptable. Exemple, les déclarations de revenus. Souvent, les comptables vont faire signer une déclaration aux particuliers en disant « Je me fie aux documents que tu me donnes et je ne fais pas de vérification. » D'accord. Fait que là, ça regarde, je prends tes chiffres, merci, bonsoir. On se protège. On se protège, je regarde s'il y a quoi que ce soit, tu sais, you're on your own. Souvent, exemple, pour les frais médicaux, des affaires de même, puis là, le monde peut dire « Oui, mais le comptable veut se déresponsabiliser. » OK, est-ce que tu es prêt à payer le travail de tenue de livre qui vient avec? Tu me dis que tu as 5 000 $ de frais médicaux. Je commence à regarder toutes tes factures. Là. 1, je vais mettre du temps qui va être chargeable. Et 2, je vais peut-être t'en refuser. Là, on doit devoir s'ostiner, mais tout ce temps-là, ça ne me dérange pas. Je vais te charger pas. Ou je prends le montant, puis en cas de vérification, à toi de me donner ta pile ou quoi que ce soit. Fait que oui, normalement, le comptable va faire un check-up. Mais exemple, une entreprise, un entrepreneur général mais c'est pas trop long qu'on atteint des centaines de milliers et des millions. Je doute, parce que j'ai rarement fait de la tenue de livre pour des entrepreneurs, je doute qu'il va prendre le temps de regarder chaque facture une à une. J'en doute. Puis là, après ça, parce qu'il faut qu'il regarde une à une, qu'il regarde qu'est-ce qui a été facturé, à quelle adresse, etc. Comptable externe, je pense pas que c'est avec lui qui va faire ça. C'est plus à l'interne que ça doit être fait. Petite parenthèse qu'on m'avait demandé, puis je sais que vous êtes régi par l'ordre des CPA, donc aussi, il y a quand même, tu sais, quand tu as un ordre professionnel, tu dois faire attention, tu dois faire des vérifications quand même, et je me dis jusqu'à où un comptable va fermer les yeux ou jusqu'à où il va être redevable en cas de contrôle. Je suis pas sûr de dire fermer les yeux parce que tu demandes à ton client. Tu demandes à ton client, cette dépense-là était pourquoi? Si ton client dit « Ah, le fournisseur s'est trompé, il m'a facturé chez nous, mais c'était pour tel projet. » C'est pas au comptable de commencer à te contester et à t'ostiner. Il peut dire demande au fournisseur s'il peut te refaire la facture au bon nom de projet ou demande. Il va suggérer, mais commencer à t'ostiner avec ton client quand c'est possible que ce qu'il me dit c'est vrai. Dans le domaine de la construction, j'ai 3-4 projets en même temps, il a facturé le mauvais projet. À l'interne, tu vas faire ton suivi de coût. Fait que ton comptable interne, normalement, va faire toute cette vérification-là. Je comprends, merci. Puis il coûte moins cher ton comptable interne parce que c'est un salaire annuel. Donc, pour revenir à notre exemple ici de M. Youngman, l'ARC a eu gain de cause. Ouais. Fait qu'il y a eu un avantage à l'actionnaire et il y a eu cette nouvelle technique-là de rendement sur le capital investi qui est rentré pas qui est entré en vigueur, mais qui est maintenant utilisé, qui est considéré raisonnable. Ça me surprend quand même, pour vrai, ce rendement sur capital, parce que on dit tout le temps, tu sais, le passé n'est pas garant de l'avenir, et tu sais, les rendements, tu sais, on entend souvent. Il y a moyen de... Oui, parce que qu'est-ce qui est arrivé, ça avait été une récession ou quoi que ce soit, puis que les rendements auraient été négatifs. Ça veut-tu dire que la société aurait redonné de l'argent aux contribuables? Probablement qu'à ce moment-là, l'ARC se serait basé sur la valeur locative. Ça, c'est le premier exemple. J'en ai 2 autres. C'est parfait. Des petits... Fait que c'est ça. Fait qu'ils ont considéré qu'un actionnaire normal aurait chargé beaucoup plus que la valeur locative, même si elle était appuyée. Dans ce cas ici, c'était pas raisonnable considérant les circonstances. Deuxième, c'est la décision Fingoal. Cela est arrivé des années 80. Donc, on avait 2 frères qui étaient actionnaires d'une société de gestion. En 87,
la société a acheté un condominium dans la bâtisse où il y avait aussi, la mère avait aussi un condo dans cet endroit-là, de type penthouse, en Floride, 4610 pieds carrés. Quand même pas Quand pire. même bien, un condo. Pour un petit condo penthouse en Floride, hein, ça, en 87. 1,8 million de condos et ils ont fait 2,2 millions de rénovations. Fait que pour un coût total de 4 millions. C'est légal, moi je laisse ça passer. Jusqu'à là, ça dépend qu'est-ce qu'ils ont fait avec. Le condo avait 5 chambres à coucher, chacune avec une salle de bain. J'aurais aimé avoir des photos de ce condo-là. Il a l'air vraiment cher. En 87. 87. Une cuisine de type restaurant. Et il y avait un bureau dans le condo. Ah bah ça ouais, c'est bon. De 300 pieds carrés. Ça devait être un des garde-robes. Ouais. Un des walk-in qui a fait ça, là, 300 pieds carrés. L'appartement a été utilisé à des fins commerciales à 26 reprises en 88 et 45 reprises en 89. Une seule fois, un invité a couché là. Le reste du temps, c'était des dîners, des lunchs, des petits déjeuners ou des cocktails. Le contribuable et sa conjointe utilisaient personnellement l'appartement pendant leur séjour en Floride, de mi-décembre à mi-mai, soit à peu près 151 jours par année. Et c'était eux qui décidaient de comment est-ce que c'était utilisé. Même si c'était à la société, c'était eux qui décidaient quand est-ce que c'était qu'il y avait un dîner ou quoi que ce soit, quand est-ce que c'était eux. Donc, il y avait le plein contrôle sur le condo. C'est ça, le bureau est installé dans le vestiaire de la chambre principale. C'était vraiment... J'adore. Par contre, ici, les frais d'exploitation, ils étaient payés personnellement. Fait qu'ils ont quand même été raisonnables. Ils payaient les... C'est raisonnable. J'adore. J'espère que la caméra peut voir ton visage, ta réaction, ça vaut la peine. Donc, la valeur locative est estimée à 60 000 $, donc à peu près 5 000 par mois. Mais le rendement sur le capital investi la valeur sur le rendement sur le capital investi était de 374 000 en 88 et 445 000 en 89. Oui, ils payaient 60 000. Fait qu'eux voulaient s'imposer sur 60 000. Ouais. Ils disaient, oui, c'est vrai, mais on devrait s'imposer sur 60 000. Évidemment, la RC dit non. Vous devriez vous imposer sur 300. Des Québécois qui avaient acheté Canadiens qui avaient acheté ça en Floride. Okay. Oui, M. Paul Fingal. On peut dire son nom parce que je vais vous taper son nom, oui, sur Canly ou sur n'importe quelle base de données légale, vous pouvez voir la décision. Et eux, dans le fond, ce qu'ils argumentaient, c'est qu'il y avait une utilisation affaires et personnelle. Donc, étant donné qu'il y avait une utilisation affaires puis qu'il était en mesure de backer que il y avait une valeur locative un peu similaire à Youngman, il était en droit d'utiliser la valeur locative. Juge Boucaras. Excusez-moi, messieurs, dames, vous vous traitez pas un peu de ma gueule? C'est ça que je leur aurais dit. C'est abusé, là. Je veux dire, non, moi, ça passe pas, là. Ça passe pas non plus, là. Donc, effectivement, vous avez été du même côté que le juge. Fait que c'est... Je frappe mon marteau sur la table pour dire silence dans la salle, s'il vous plaît. Donc, la RSE a eu gain de cause encore. Puis, dans le fond, il y a eu ça a été la méthode de rendement sur le capital investi qui a été utilisée. Donc, ils se sont fait imposer sur 300 000. Sur 300 000 et 400 000. Allez, ça fait j'allais dire un trou dans leur budget. Non. On s'entend que non, mais quand même, c'est pas mal d'aller rattraper ça au niveau de l'impôt, en tout cas. Aussi. Oui, puis ça peut aussi rassurer des gens que des fois, oui, il y a des fortunés qui se font attraper et qui doivent payer l'impôt. Petite dernière. Là, on est à 2-0 à ARC. On va voir si c'est un sweep complet. Donc, c'est Arpeg Holding. Là, on est rendu dans les années 90. Okay. On avance. Oui. Donc, propriété située à Whistler et à Crescent Beach, en Colombie-Britannique. Elle était non louée en 97 et 98. Donc, qu'est-ce qui est important ici? Fait un peu différent. Quand on regardait Youngman, la maison avait été construite sur mesure pour les contribuables. Quand on regardait Fingal, un des éléments qui avait ressorti, c'est que l'utilisation était sous le contrôle exclusif du contribuable. Donc, 2 critères qui disaient, OK, tu l'as construit sur mesure et tu es le seul à contrôler qui va là, et etc. Donc, ça n'avait pas favorisé. Arpeg, eux autres, ils ont dit, ben écoutez, nous, c'était un condo qui était utilisé à des fins commerciales initialement. Fait que quand ils l'ont acquis, c'était pour des fins commerciales. Et il y avait une valeur locative. Et dans ces années-là, après Youngman, après Fingal, il y avait un courant de pensée erroné
qui pensait que si c'était pour une utilisation commerciale, puis que tu l'utilisais personnellement, tu utilisais la valeur locative. Et que quand c'était personnel, ben là, tu allais avec la méthode du rendement sur le capital investi. Et le juge dans Arpey Golding est venu un peu... Je vais attendre. Donc, ça servait à des fins commerciales. À partir de 99, tranquillement, on commençait à l'utiliser personnel. Les deux. C'était servi à des fins commerciales 25 jours par an et à des fins personnelles 51 jours par an. Le reste de l'année, c'était pas loué. La propriété à Wrestler, elle se louait 135 $ par jour, donc à peu près 5 000 $, je pense, par mois. Et l'autre était à 2 000 2 500 $ par mois de mémoire. Et donc ça donne à peu près 2 000 par mois, à peu près 25 000 $ par année. C'est ça. Puis là, dans le fond, la JVM sur le capital, le rendement sur le capital investi, c'était 62 000, 73 000. OK. Fait que la même chose. Donc, le contribuable argumentait que lui, c'était différent de Youngman et Fingal parce que initialement, ça avait été acquis pour des fins exclusivement d'affaires et qu'avec le temps, il avait commencé à l'utiliser personnellement. Donc, ça n'avait pas été construit sur mesure, puis il n'y avait pas un contrôle nécessairement exclusif. Il y avait vraiment une portion à faire qui était là-dedans. Messieurs. J'irais avec... il est correct avec ça. La valeur locative, Ouais. vu que initialement, c'était pour la business. Okay. Je crois que c'est ça. Je comprends Guillaume. Par contre, je me dis, je reprends mon auto, je m'achète une auto pour la compagnie, puis finalement, je commence à m'en servir pour partir en vacances, puis faire mes déplacements, ça devient pas plus légal. Attention, c'est pas que c'est illégal, c'est qu'il y a une portion personnelle. Ça devient pas plus acceptable de le faire. Donc c'est là que je suis un petit peu partagé. J'aurais aimé m'entretenir avec ces jeunes personnes. Mais si tu avais un choix à faire. Ouais, si j'avais un choix à faire, je pense que l'ARC aurait peut-être pu laisser passer ça en moyennant peut-être une compensation pour le locatif. OK. Donc, si l'ARC a eu gain de cause à nouveau. Ah oui. Donc, l'ARC a eu... oui, il y en a beaucoup d'autres, mais je vous parle des trois principales. Donc, l'ARC a eu gain de cause. Ils ont dit que le fait que... Le juge d'enfant a dit le fait que ça a été acquis initialement à des fins commerciales et qu'ensuite, c'est devenu personnel, ça ne change rien. Faut y aller avec qu'est-ce qui est le plus raisonnable dans les circonstances, la valeur locative ou le rendement sur le capital investi. Et dans le cas ici, le rendement sur le capital investi, encore là, au prix que ça coûtait, etc., aucun contribuable aurait accepté que quelqu'un puisse utiliser le bien à des fins personnelles de même pour le prix locatif. Il aurait demandé un montant plus élevé. Ouais, c'est ce que... Fait que tout ça, mis ensemble, où je voulais vous amener avec ça, toujours fun de parler un peu de jurisprudence et de qu'est-ce qui se passe. Et que finalement, pour calculer maintenant un avantage à l'actionnaire, surtout en contexte d'une résidence ou même d'un bateau, quoi que ce soit, il y a deux méthodes qui vont être utilisées. Soit la valeur locative, soit le rendement sur le capital investi. Fait que la valeur locative, c'est simple, on va regarder combien est-ce que tu louerais ce bien-là. Ça donne ça, puis c'est ça. Et la méthode sur rendement sur capital investi, on va regarder c'est quoi les fonds qui ont été utilisés pour acquérir ou construire ce bien-là, fois un rendement attendu, et lequel des deux... Et là, c'est pas le plus élevé qui s'applique nécessairement, c'est le plus raisonnable. Par contre, si vous vous faites vérifier, attendez-vous à ce que l'ARC utilise le plus élevé des deux. Et là, je reviens à... Là, on a vraiment établi de la base. On a expliqué c'était quoi 15-1. On a expliqué comment se calculer l'avantage. Est-ce que je devrais avoir ma maison dans la société? Avec qu'est-ce que vous en pensez, vous autres, à date? Là? Est-ce que vous metteriez votre maison dans votre société? Non, jamais. Fait qu'est-ce qui se passe quand j'ai ma maison dans ma société? Pourquoi est-ce que je pense que ce n'est pas un bon move? Encore là, c'est une situation de fait. Fait que chaque situation devrait être examinée. Vous avez votre maison dans votre société. Vous dites, Reggie, moi, ce que je vais faire, je vais payer le loyer. Disons que la méthode raisonnable, c'est la méthode locative. Je vais payer le loyer. Parfait. Pour payer le loyer, ça te prend un revenu. On est d'accord? Ouais. Fait que je reviens ici. Donc, si vous êtes sur Spotify, vous le voyez pas, mais Reggie fait des dessins. Oui. Donc, allez le voir sur YouTube. Et voilà. Donc, pour payer mon loyer, ça me prend un revenu. Quelqu'un qui a sa société, je présume qu'il tire un salaire ou un dividende de sa société.
Fait qu'il faut que ma société elle ait un revenu par ailleurs, qu'elle ait une entreprise. Fait que ma société va avoir un revenu d'entreprise. Peu importe, là, 1000 $. Et là, elle me verse un salaire. Fait que j'ai un salaire ou un dividende sur lequel je dois payer de l'impôt, on s'entend? Ouais. Fait qu'il faut que je verse un montant supérieur à l'impôt qui me permette de payer l'impôt et de payer le loyer à ma société, que ma maison. Fait que, considérant qu'on va dire que j'ai sorti le 1000$ au complet, parfait. Je vais avoir un salaire. 1000 $. On va pas prendre le taux d'imposition maximum. On va dire, bon, ben, 30% d'impôt pour 100 000. Fait que je paye l'impôt de 30$. Et après ça, je viens payer mon loyer. Je viens payer mon loyer. Mais qu'est-ce qui se passe ici dans ma société quand je paye un loyer? C'est un revenu. Ouais, t'as encore imposé là-dessus. Je paye encore de l'impôt là-dessus. Fait que ma société va avoir un revenu d'entreprise que je vais me servir pour me verser un salaire sur lequel je vais payer de l'impôt pour payer un loyer à ma société sur lequel elle va devoir s'imposer. 700 $ parce que j'ai l'impôt 300 puis loyer 700. Et est-ce que cet impôt-là pourrait être déduit Au niveau personnel, pour le déduire, ça veut dire que j'utilise ma maison pour des fins d'affaires. OK. Fait que là, ça fait bizarre mettre ma société, mettre ma maison là, oui, tu sais, je pourrais avoir un bureau à domicile, mais on est dans le détail. Ouais. Fait que j'arrive ici, bon, ben parfait, je paye un loyer 700. Là, oui, étant donné que ma société tire un revenu locatif de ma maison, je vais pouvoir prendre les dépenses de ma maison. Fait qu'on va dire que ma maison va coûter 450. Fait qu'il me reste un profit de 250 et je paye de l'impôt sur 250. On s'entend qu'il y a une petite roue ici, là. Ouais. Fait que ça fait en sorte que j'ai un salaire, je paye de l'impôt dessus, je paye un loyer et il faut que ma société continue d'avoir un revenu par ailleurs pour me payer un salaire. Ça fait beaucoup d'impôts sur le même 1000$, là. Pas avantageux. Autre chose, quand je vais revendre ma maison, s'il y a un élément que tous les Canadiens savent, c'est que quand je vends ma maison, normalement, je ne paye pas d'impôt. On appelle ça l'exemption pour résidence principale. Pour avoir droit à mon exemption, je dois vendre ma maison. Un particulier doit vendre. Ma maison est acquise ici. La business. Fait que j'ai pas d'exemption. Ouais, ça vaut zéro la peine. Fait que quand je revends ma maison, Tu payes de l'impôt. je paye de l'impôt sur la vente de ma maison. Et là, l'argent s'en va ici, là. Pour sortir de l'argent, qu'est-ce qui se passe? Ouais, Faut que je me le verse soit un salaire, soit un dividende. Je repaye de l'impôt. Fait que oui, la moitié du gain va pouvoir être sorti libre d'impôt. Fait que le gain sur ta maison, la moitié, tu vas pouvoir sortir libre d'impôt si tout va bien. Puis il y a d'autres conditions à respecter, mais tu devrais pouvoir le sortir. Mais le coût de ta maison, puis la moitié du gain qui est imposable, elle, il faut que tu te verses soit un salaire ou un dividende. Et tu vas payer de l'impôt aussi sur ton gain. Pas hot, là. Non. Pas un bon call, là. Il y a toujours l'argument que je disais tantôt, que quelqu'un qui est en divorce, même là, je trouve pas que c'est un bon argument parce qu'à la fin, tu vas te faire battre bien plus que ton divorce. Autre élément, oui, mais l'argent est dans ma société. C'est souvent ce que j'entends. J'ai 300 000, c'est dans ma société. Si je le sors, je vais me payer un salaire pour un dividende. 30, 40, 50% va partir en impôt. Tu peux aujourd'hui payer 30, 40, 50% puis l'acheter personnel. Tu vas avoir le droit à ton exemption. Ouais. Tu n'auras pas toute cette manigance-là. Ou, OK, tu as sauvé 30, 40, 50% aujourd'hui, mais que tu leur sortes, tu vas quand même leur payer quand tu vas vouloir te ressortir l'argent. Tu n'auras pas le droit à ton exemption. Puis il va tout le temps falloir que tu fasses attention. Puis si jamais ton revenu locatif n'est pas assez élevé selon l'ARC, tu as tout le temps la méthode du rendement sur capital investi qui pourrait être en arrière puis venir te pénaliser. Up to you. Non, c'est ça. Non, merci. Puis y a-tu des situations où est-ce que c'est avantageux de faire ça? J'en vois pas. Aucune. J'en vois pas. Il y en a peut-être. Si quelqu'un m'arrive à une situation exceptionnelle. Évidemment, j'en vois pas. Ça pourrait être pire. Admettons que tu dis, je ne paierai pas de loyer à ma société. Comme ça, Reggie, j'ai réglé le problème. J'ai pas besoin de me verser de salaire et de dividendes. J'en paye pas de loyer. Fait que je ne paierai pas d'impôt ici.
Fait que je paye pas de loyer. Ah, là, c'est si tu te fais contrôler. Fait que j'ai pas de revenus. Puis là, et voilà. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben, OK, tu n'as pas de salaire ni de dividende, mais tu utilises un bien qui est dans ta société à des fins personnelles. C'est ça. C'est ce qu'on a vu au début de l'épisode. Fait que là, tu vas avoir un avantage à l'actionnaire. Tu vas te faire ramasser. Et là, tu as soit selon la méthode locative ou selon le rendement sur le capital investi. Et l'ARC, croyez-moi, qu'ils vont aller au plus élevé des deux. Fait que tu vas devoir t'imposer là-dessus. Premier élément, première imposition. Fait que tu t'imposes là. En plus, vu que ta société n'utilise pas la maison pour tirer un revenu, toutes les dépenses relatives à ta maison, refusées. Fait que le 400 que tu payes ici, refusé. Donc, tu as une double imposition dans ta société parce que les dépenses sont refusées, fait que tu t'imposes ton revenu, même si il y a 450$ en termes de liquidité qui sont sortis. Tu t'imposes en haut. Ça finit pas là. Les dépenses payées perso ici, aussi imposables ici. Payées par ta société. Si tu les payes toi-même, parfait, tu n'auras rien. Mais si ta société les paye, tu n'as toujours pas plus d'exemption quand tu revends. C'est ça, parce que ta maison appartient à la société. Puis là, quelqu'un pourrait me dire, oui, mais si je fais une perte dessus, je fais une perte. C'est un bien usage personnel, ta perte est refusée. Ah ouais. Ça peut être pire. Fait que, souvent quand je vois ça, puis ça c'est quelque chose que je voulais parler parce que j'entends souvent ça, genre ouais, ma maison dans ma société, ça me protège de mes créanciers. Déjà en partant, c'est une hypothèque sur ta maison, dis-toi que la grosse partie de la valeur de ta maison va à la banque vu que tu as une hypothèque. Fait que pour te dire protéger des créanciers, il faut que tu n'aies plus d'hypothèque. Maintenant, qu'est-ce que tu as fait à tes créanciers pour qu'ils veulent passer à travers ta société puis venir te chercher perso? Puis ça, je sais que Maître Quevillon en avait parlé un peu. La protection légale est là. Mais si, exemple, tu n'as pas payé tes DRS, tu n'as pas payé tes taxes à consommation, je te confirme que Revenu Québec passe au travers puis vient te chercher. Ouais, c'est ce que tu nous avais dit sur un ancien épisode qu'avec ça, ils niaisent pas. Là, ils vont passer à travers. Fait que c'est pas... Fait que ça. Fait que détention de la maison par la société, pas quelque chose que je recommande. OK. C'est parfait. Là, il y aurait d'autres... Là, maintenant, dans le prochain podcast, on pourra parler, ouais, mais Reggie, si je loue la maison, c'est ça plutôt que... ma question. Ou si c'est un duplex puis un triplex. Tu sais, toi, tu as de l'immobilier, tu as un quadruplex? J'ai notamment un quadruplex, ouais. OK, t'as puis, mais c'est ça, est-ce que si tu es un investisseur immobilier et que tu achètes, là, ça doit être différent, je suppose. Oui, ben on a tout le temps d'en parler maintenant ou ça va être un autre podcast? On verra ça pour la prochaine fois. Ça va être mieux. Merci, c'était super intéressant. Ouais. Puis, prochain podcast, on parlera de ça, on répondra aux questions, etc. Oui. T'avais-tu des choses à rajouter pour conclure ça? Ça prend un peu plus de temps que je pensais, fait que on va laisser faire pour les on fera une partie 2. On va faire une partie 2 qu'on fera back à back, pas de partie problème. 2, puis... Non, ben écoute, juste que j'espère que ça a éclairé certaines personnes de si jamais un jour... j'ai déjà eu vent que certains banquiers suggéraient ça à leurs clients. Puis je pense qu'il y avait des niveaux, des raisons internes là, au niveau de commission, etc. Donc, j'ai une personne en tête, puis non, ne faites jamais ça. C'est pas quand on parlait, quand Maxime parlait des conseillers qui ont à cœur votre intérêt ou à cœur leur commission. Fait que faites juste attention. Comme c'est pas une règle universelle, ma position, c'est que j'ai jamais conseillé. Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une situation unique que dans son cas, oui, ça vaut la peine? Peut-être. Peut-être. Mais ça prend une situation où ta double, voire triple imposition vaut la peine que tu aies ça dans ta société. Ça peut être quelqu'un qui a 2-3 maisons. Ça peut être quelqu'un qui a loue de temps en temps. Ça peut être quelqu'un qui sont, dans le fond, sont 10 à louer la maison, sont 10 propriétaires. Il y a un non-résident là-dedans, il y a je sais pas quoi. On va trouver, là, c'est sûr qu'il y a un fiscaliste TikTok qui va nous écrire pour trouver le petit détail. J'ai super hâte parce que, surtout s'il est fiscaliste, on va pouvoir avoir des super belles discussions, moi puis lui. C'est un fiscaliste TikTok, là. Ah, ok, c'est oui, c'est au-dessus, c'est au-dessus de toi. Oui, j'avoue, dans ce temps-là, j'aurais rien à dire. Ça va être compliqué. Bon, merci Reg, merci Guillaume d'avoir été là. Puis, prochain épisode,
on voit la suite. C'est très intéressant. Puis on se voit la semaine prochaine. Tout le monde, à bientôt.